Je suis toujours Valérien Macrabitz et nous répondons aux questions des élèves du lycée de Montbrison, les élèves de Madame Courte. Très bien, pour une dernière partie, spécifiquement sur le roman Wonderlands. Parlons un peu genèse, création du livre. Combien de temps a pris l'écriture et est-ce que tu as rencontré beaucoup de difficultés dans justement cette étape de création du livre? Alors il y a une mise en abîme dans le livre, je parle du moment où je l'ai écrit dans le prologue. Après 3 ou 4 mois de voyage, sur le premier voyage, je me suis retrouvé à Hoi An, dans une jolie petite maison, et avec un mois devant moi, sans grand chose de particulier de planifié. Et donc j'ai écrit ce livre à ce moment-là, une grande partie en tout cas, je pense les 2 tiers à ce moment-là. Et ça a pris beaucoup de temps après par contre pour le relire, le retravailler, le restructurer. Et surtout que voilà, il y a eu un voyage supplémentaire ensuite, donc j'ai ajouté de nombreux chapitres sur le Népal, sur la France, etc. Donc finalement, je pense que j'ai bien mis 2 ans complets à terminer ce livre, sachant que la majorité a été écrite rapidement en moi. En général, j'écris très très vite. Le premier jet. Et c'est les ajouts après qui te prennent un peu de temps, la relecture. Je suis assez discipliné quand j'écris. Je me lève le matin tôt, je me cale sur mon ordinateur, j'écris. C'était très facile de sortir toutes ces choses-là parce que c'était des souvenirs très frais et très émotionnels aussi dans ma tête et dans mon cœur. Donc ça me faisait du bien en fait de sortir tout ça pendant un mois. Et puis après, c'est la phase de rationalisation, la phase de relecture, d'amélioration qui prend un petit peu plus de temps toujours. Très bien. Et une fois que ça a été publié, combien d'exemplaires se sont vendus? Est-ce que tu dirais que ce roman pour toi était un succès? Est-ce que tu avais des idées déjà de le publier? Combien d'exemplaires tu voulais diffuser, etc. Alors, je ne sais pas trop ce que ça peut signifier un succès. Non, on ne peut pas dire que ce soit un succès en termes littéraires. Parce que c'est pour toi. Voilà, c'est un roman que j'ai auto-édité, donc qui n'est pas passé par une structure éditoriale contrairement au premier, et qui est diffusé dans un contexte très particulier puisqu'il est destiné aux scolaires en priorité. Donc voilà, je suis assez content de la façon dont il fonctionne pour le moment. Je pense qu'on doit approcher des 400-500 exemplaires peut-être en 1 an et demi. Donc ça suit son cours petit à petit. Puis ce qui me plaît beaucoup dans ce projet-là, c'est que ce soit des jeunes qui le lisent. Parce que je pense que le message qui est contenu dans ce livre, j'aurais aimé l'entendre en tant qu'adolescent. Et donc voilà, la diffusion du livre me convient tout à fait pour le moment. Et je suis content d'avoir ce type de questions aussi. Je suis content que ça éveille la curiosité. C'est exactement le but, de montrer qu'il y a aussi une autre voie qui est possible dans la vie, aussi, tout simplement. Parfait. Est-ce qu'il a été diffusé dans des pays différents, même sans être traduit, en Belgique ou en Suisse Alors la diffusion, elle est semblable à celle de tous les livres qui paraissent dans le commerce, donc dans tous les pays francophones, je pense. Et à l'étranger, ça doit être possible dans certains pays également. Je sais que certains connaissances ou connaissances de connaissances l'ont ramené par exemple en Inde, peut-être commandé dans d'autres pays. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. C'est un aspect technique qui revient au distributeur, qui s'appelle Book on Demand. Et a priori, ça doit être relativement possible. Très bien. Pourquoi avoir choisi ce titre-là? Est-ce que ça a été difficile comme processus de choisir un titre? Il est passé par plusieurs stades. Je l'avais appelé Chronique de la petite maison au départ, quand c'était juste une succession de petites histoires de chroniques, parce que je les avais écrites dans la petite maison de Yann. Je l'ai appelé Monde à un moment. Et Wonderland, c'était parfait. Monde au pluriel? Non, Monde au singulier. C'est une certaine unité peut-être aussi dans le monde. Wonderland, c'est pour le côté évidemment le pays des merveilles qui continue à jouer sur cet imaginaire. Et le jeu de mots, j'ai customisé ce Wonderland. D'ailleurs, sur la couverture, on voit bien la couleur des lettres qui est différente. Le A, donc Wonder, marcher à travers les pays. Et un petit Z pour le pluriel, en mode un petit peu moderne et sacrilège, on va dire. Voilà. Très bien, donc c'était très réfléchi et très pensé. Ça faisait passer déjà beaucoup de messages. Pourquoi est-ce que certaines parties dans le roman prennent la forme de poèmes? Pourquoi est-ce qu'il y a des parties versifiées? Parce que ce texte, il a été écrit de façon très libre. Donc je me suis mis aucune limite sur les pays. Je parle de tous les pays en même temps. Je voulais recréer ce vertige que j'avais senti moi-même en voyageant. Et puis toutes les formes sont induites. Il y a des choses qui ressemblent à des nouvelles, il y a des textes courts, très courts, une phrase, un haïku,
il y a des choses très longues, il y a de la poésie. Peu importe la forme, peu importe le pays en fait, finalement c'est un petit peu ce qui transparaît je pense de ce livre-là. Et de la spontanéité avec laquelle tu l'as écrit. Exactement, oui. Très bien. On revient un petit peu à la couverture. Un élève s'interroge sur le choix des alpagas sur la couverture. Alors les alpagas, ils font référence On à a un déjà chapitre. mentionné déjà que les animaux étaient très importants pour toi. Il y a un chapitre qui est consacré donc, à ces alpagas. C'est une photo que j'ai prise moi dans cet endroit-là. Et ce qui m'intéressait là-dedans aussi, c'est de voir tous ces alpagas qui suivent une même direction. Ce sont aussi des marcheurs, en quelque sorte, qui parcourent des terres pour aller brouter leur herbe en haut ou en bas en fonction de la saison de la montagne. Donc c'est cette image du marcheur à laquelle je m'identifie un petit peu. Et une image qui revient à travers plusieurs animaux dans le livre aussi, donc la figure de l'insecte qui est présente, l'insecte fou qui va partout sans savoir exactement comment s'orienter. Et alors justement, il y a une question là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est toi l'insecte fou? Oui, et c'est tous les gens toi et ta liberté, tous les gens qui choisissent ce mode de vie-là pour un moment précis ou pour toujours. Il y a un côté, oui, désorienté, et cette désorientation, elle est appréciable. Elle est appréciable, ouais. Les murs du monde vibrent quand on se désoriente. Ouais. Donc l'importance du thème de l'animal comme symbole, mais aussi comme, voilà... En tant que vagabond, on peut se sentir un petit peu animal. C'est un instinct qui est très basique, assez primitif, qui prend le dessus quand on se réoriente et qu'on marche forcément sans savoir forcément où on va. On ne marche plus pour aller quelque part forcément. C'est l'errance, voilà. Et c'est peut-être animal, en tout cas c'est ce qu'on peut repérer chez pas mal d'animaux. Sur la structure du roman maintenant, pourquoi avoir découpé ce livre en 3 parties? Il y a des thématiques qui se révèlent un petit peu en fonction de chacune de ces parties. Donc la dernière partie, je vais commencer par la première. La première partie est vraiment sur le voyage. Donc le fait de partir, ça s'appelle la tangente de l'île, prendre la tangente de l'île. L'île, c'est l'univers un petit peu clos dans lequel on évolue tous, le quotidien. Donc moi, ça part de la Haute-Savoie, mon île, effectivement. Les élèves sont aussi sur leur propre référentiel, donc sur leur propre île. Et puis sortir de cet univers-là, se confronter à la différence, qu'est-ce que ça induit, et partir de plus en plus loin, perdre le sens de l'orientation. Le deuxième s'appelle Wanderlust, et c'est sur l'euphorie du voyage, la fête, l'insouciance, le fait de perdre un petit peu pied aussi, à cette ivresse qu'on peut avoir en voyageant. Le côté onirique dont tu parlais, que tu évoquais qui revient beaucoup à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, à la fin de cette deuxième partie, qu'on arrive vraiment dans la fiction, avec l'histoire de Tapu Tepa et de la maison dans la forêt. Et finalement, la boucle doit être bouclée. La dernière partie s'appelle La Terre est ronde. Tout voyageur doit savoir revenir aussi à quelque chose. Pas forcément revenir dans son pays, mais revenir à soi, peut-être. Voyager, c'est sortir quand même de soi, beaucoup se confronter à l'altérité, à la différence. Et tout ça doit nous permettre de nous recentrer peut-être un moment un petit peu sur nous et à faire de toutes ces aventures des souvenirs chaleureux et agréables qu'on garde en tête. Donc se retrouver dans un certain foyer, un certain refuge. Et c'est le cheminement personnel que j'ai eu, qui est représenté dans ce livre-là. Et est-ce que tu dirais que le fait d'inclure cette troisième partie, ce serait du coup une frontière, une délimitation entre ce que tu appelles le voyage et peut-être la notion d'errance, de fuite? C'est quelqu'un qui serait tout le temps en train de partir, tout le temps en train de voyager, n'arriverait jamais à la troisième partie que tu évoques? Oui, je me pose la question, est-ce qu'on peut ne pas y arriver? Il y a forcément un moment où on y revient, peut-être. Si ce n'est géographiquement, au moins personnellement. Oui. Voilà. Très bien. Alors, sur le côté fiction et événements de vie, récits de vie, un élève s'interroge sur les personnages. Est-ce que tu as des photos, sous-entendu, est-ce que ce sont des personnes réelles, de, par exemple, Madame Coco, de Ni de Naï, alors dis-moi si je le prononce mal, alors, de Warwa et de Tapu. Il y a des personnages, je pense 90% des personnages sont réels, donc ils existent. J'ai des photos, je suis ami avec eux sur Facebook ou sur Instagram, on continue à se donner des nouvelles. Et il y a une petite dizaine de pourcents qui sont fictifs. Donc oui, j'ai beaucoup de photos de Madame Coco, ça fait 30 ans qu'on se connaît, donc j'ai un paquet de photos d'elle. J'ai des photos de Warwar qui est très jolie. Par contre, voilà, Ni et Né, ce sont des personnages fictifs, inspirés de petits garçons que je rencontrais dans la rue, que je voyais dans la rue au Myanmar. Tapu Tepa est aussi un personnage fictif. Non, pardon, il n'est pas fictif, puisque la première scène de cette histoire, je l'ai vécue. C'est la scène de l'agression, justement. Par contre, je n'ai jamais cherché à le revoir dans la réalité. Donc, évidemment, je n'ai pas de photo de lui. Il m'a volé ma tante. Il est parti. D'accord. Tu n'as pas eu le temps de lui dire arrête pour mon Instagram.
Très bien, nous allons poursuivre par une question spécifique qui fait pousser un cri d'indignation aux élèves. Pourquoi n'avoir pas consacré un chapitre à Madame Courte? Parce qu'elle n'est pas partie en voyage avec moi et que c'est un livre qui se passait avec L'Oréal. Mais Madame Courte est très présente dans le chapitre sur la France parce que voilà, au cours de cette période-là, je ne sais pas si je peux dire ça à vous aider. On vivait ensemble à ce moment-là, voilà. Très bien, nous parlions des personnages, évoquons maintenant plus précisément Madame Coco. D'où l'avez-vous connue et est-ce qu'elle avait réellement l'habitude de raconter ces histoires absurdes? Oui, tu verras l'histoire de Madame Coco. Oui, donc Madame Coco, je la connais depuis que je suis tout petit et elle m'a vraiment raconté cette histoire qui m'a fait ouvrir grand les yeux. J'étais très surpris. La décence m'empêche de la reproduire là tout de suite. Lisez le livre et vous verrez, mais vous savez déjà. Parmi 1000 choses complètement folles que Madame Coco fait, pour la petite anecdote, la maman de Madame Coco a lu mon livre et ça a mis Madame Coco très très mal à l'aise, cette situation. Voilà, ouais. D'accord. Ok. Alors, dans le présent, est-ce que le physique de Madame Coco laisse transparaître sa folie? Je te lis la question exacte. Hein. Comment est Madame Coco physiquement? Est-elle folle? Et est-ce qu'elle a toujours en tête, donc physiquement et mentalement, est-ce qu'elle a toujours en tête des idées étranges? Ou est-ce que c'est juste comme ça, quand vous êtes tous les deux Je pense qu'il y a une prédisposition naturelle. Et je pense que quand on est tous les deux, effectivement, on se laisse un petit peu aller à cette folie-là. Physiquement, alors je ne sais pas comment vous l'imaginez, c'est une fille qui est assez jolie. Qui est élancée, qui a de jolis yeux bleus, des cheveux noirs, enfin châtains, et voilà, que les gens aiment bien. Elle attire beaucoup la sympathie, en général, quand les gens la voient. Et ce petit côté fou, oui, définitivement, c'est ancré en elle. Plus ou moins apprivoisé, plus ou moins maîtrisé au fil des années, mais il y a quelque chose de très adolescent. Ouais. Très bien. Donc, qui est-elle réellement? On a compris, c'est une de tes connaissances depuis très longtemps. C'est mon amie d'enfance. Voilà, une amie d'enfance. Est-ce qu'elle symbolise quelque chose pour toi? Est-ce qu'elle représente quelque chose pour toi? Ou dans ce livre, est-ce que des fois tu l'as prise en tant que symbole de quelque chose? Je l'ai prise comme elle était. J'ai pas eu besoin de changer grand-chose. Elle m'a vraiment fait toutes ces horreurs. Donc, non, c'est un personnage authentique pour le coup. J'ai rien besoin de transformer. La réalité a plus d'imagination que la fiction. Alors, beaucoup de questions sur la véritable identité. Les élèves se transforment un peu en Sherlock Holmes et au fil de leur enquête, ils ont des hypothèses. Par exemple, je t'en cite une, Madame Coco est-elle en fait Madame Courte? Voilà, c'est démenti. Les bonnes hypothèses Sherlock. Ensuite, pouvez-vous, alors il le reformule, pouvez-vous affirmer devant la classe solennellement que Madame Coco et Madame Courte sont bien deux personnes différentes? Oui. On l'a dit. Et si oui, quel est son vrai nom? Ah, alors son vrai nom... Si tu as envie de le... je crois que son prénom, je peux le révéler, elle s'appelle Charlotte. Et oui, mais Madame Courte peut avoir certaines similitudes avec Madame Coco, notamment une certaine insouciance peut-être. Très bien. Et c'est tout. Et sur le surnom de Madame Coco, est-ce que tu l'appelles vraiment comme ça quand vous vous appelez ou quand vous vous voyez? J'avoue que depuis que le livre est paru, parfois je m'amuse un petit peu à l'appeler comme ça pour la taquiner. Mais Très sinon, bien. non, j'emploie son véritable prénom. Parfait. Nous passons maintenant à des passages spécifiques du livre. Dans le chapitre Lance, quand la femme ne voulait pas vous laisser rentrer dans le pays, est-ce que vous avez eu vraiment peur à ce moment-là de rester coincé à la frontière? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y a eu des passages de frontières un petit peu délicats qui ne sont pas dans le livre récemment. J'ai eu un petit problème pour passer de l'Ouganda à l'Inde. Ça a été compliqué. Là, j'ai vraiment pensé qu'on pouvait... J'étais avec Madame Coco ce jour-là. Bon, je ne vais pas raconter ce qu'on a fait, mais oui, ça peut arriver parfois. Mais ce jour-là, c'était juste un entretien un petit peu musclé. Ouais. D'accord. Un autre épisode traumatique. L'épisode de la poursuite par des autruches. A-t-il été réellement vécu par vous, par toi, pardon, et est-ce que ça t'a vraiment traumatisé ou est-ce que ça te ferait plutôt rire? Ça s'est vraiment passé. Là, pour le coup, je le décris tel qu'il est arrivé. Donc, à Cape Town, on est resté bloqué dans le parc naturel de Bonne-Espérance
parce qu'on est resté trop tard et on s'est retrouvé dans un champ avec énormément d'autruches de tous les côtés. Et c'est vrai que mon ami a cherché sur WikiHow comment échapper à des autruches et qu'on a vu des choses très très effrayantes et qu'on est reparti en rampant littéralement parce que c'est un animal assez agressif. Et assez dangereux, le bec peut... Ouais. Donc on n'était pas très fiers. Traumatisant, non, j'en ris et je le raconte dans le texte. Et puis je sais pas, les animaux, mais si j'ai un côté inconscient, c'est peut-être avec ça, ou pas, c'est tellement qu'il y a raison, je ne sais pas. Mais les animaux sauvages, quand on les respecte, je me dis qu'on ne peut pas avoir peur d'eux. Même si... Mais c'est vrai qu'on est dans une position de vulnérabilité totale. Et si l'animal veut t'attaquer, il le peut quand tu es dans l'eau, quand tu es dans ce champ avec les autruches. Ça peut arriver, mais en même temps, il y a toujours une sorte de connivence, une sorte de confiance qui fait qu'il dit ok, si je me conduis bien, si je ne vais pas dans sa zone son espace personnel, si je pars discrètement, ça devrait bien se passer. Ouais. Très bien. Ça s'est bien passé. Contrairement aux êtres humains, les animaux attaquent rarement sans raison. Dans Intersection, avez-vous finalement compris le sens du court-métrage de Samar? Il me l'a expliqué. Plus tard? Il me l'a expliqué, mais l'explication l'a rendu encore plus confus. Donc, au jour d'aujourd'hui, je serais incapable... j'ai dit quelque chose de très mauvais en français. Aujourd'hui, je serais incapable de le résumer. Je ne me souviens plus du tout d'histoire. Je me souviens de l'ambiance, parce qu'il m'a montré son film. Je me souviens de l'ambiance qu'il y avait, mais pas de l'histoire. Et j'espère qu'il continue à faire des films. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur Internet. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas eu de nouvelles. Il m'a réécrit pendant cette période de confinement. Il a l'air d'aller très bien. Voilà. Tu pourras lui parler de la question des élèves sur lui. L'aventure avec le petit garçon qui vivait dans sa tente, t'a-t-elle beaucoup effrayé sur le coup? Alors, c'est le seul moment du livre où il y a une majorité de fiction. D'accord. Ce qui s'est passé dans ce chapitre, la première scène s'est déroulée à peu près telle que je l'ai décrit, de façon peut-être un petit peu plus douce, et tout le reste c'est du fantasme, c'est de l'imagination. Qu'est-ce qui se serait passé si, après ce vol finalement, j'avais eu un autre caractère, et au lieu de partir sur une autre île, j'avais décidé de rester sur place et de chercher mon agresseur, donc tout ça c'est de l'imagination. C'est de l'Uchronie où tu réécris l'histoire. Je réécris l'histoire, mais c'est quelque chose de fictionnel du coup. Donc, est-ce que j'ai eu peur à ce moment-là? Ça s'est passé rapidement. Et tu as dit pas dans un gros climat de violence Non, j'étais plutôt en colère, à vrai dire. J'étais en colère parce que, mais surpris aussi. Ça s'est passé très vite. Tu sors de l'aéroport, j'étais sur l'île de Pâques quelques heures avant. J'ai fait quelques heures d'avion, j'arrive à Tahiti, c'est 2h du matin, il fait noir, je ne sais pas où je vais dormir. On me vole le matin, je suis là, bon. Welcome to Tahiti. Oui. Pour le chapitre Blackout, un élève s'interroge parce qu'il n'a pas bien compris le sens de ce chapitre. Qui est la personne qui écrit la lettre dans ce chapitre? Je me suis amusé avec ce chapitre à faire venir 2 personnages qui sont importants. Le personnage d'Ellie, avec ses cheveux longs, qui apparaît plusieurs fois de façon très implicite dans le texte, et la masseuse défigurée qu'on a dans le chapitre Fugue. Et donc j'ai imaginé une lettre d'amour entre les deux. Ouais, une lettre d'amour entre ces 2 personnages. C'est une autre lecture qu'on peut avoir de Wonderlands. Le voyage, c'est factuel. Je pars dans un pays, je visite, je rencontre des gens. Mais ce qui reste aujourd'hui dans ma tête, et ce que je voulais retranscrire dans ce livre, c'est que ça devient quelque chose de mental, en fait. Ça devient quelque chose qui est... les personnages se mélangent un petit peu, les idées, les moments, ça devient un petit peu plus flou, un peu plus onirique. Et ce livre-là, c'est aussi ça. C'est le mélange de tout ça dans ma tête et les petits délires que je peux avoir en faisant se rencontrer des personnages que j'ai vus de façon très différente, en réécrivant la réalité. Il y a ce côté onirique et très poétique qui est présent, et ce passage-là en est un. Donc c'est normal de perdre un peu la piste, mais justement de se laisser porter par les personnages. Très bien. Dans le chapitre bleu, est-ce que l'intégralité de ce chapitre s'est réellement déroulée comme dans l'œuvre? Encore une fois, la question de la fiction. Oui. Tout ce qui est avec les animaux sauvages, j'ai rien ajouté. En général, ça s'est vraiment passé comme ça. Et les émotions que je décris sont vraiment celles que j'ai ressenties. La seule différence, c'est que ça s'est passé évidemment à 2 moments différents, puisque la rencontre avec l'éléphant de mer, c'était une lion de mer, pardon. Lion de mer se passe aux Galapagos, et avec la baleine se passe en Polynésie. En fait, il y a eu plusieurs rencontres avec les baleines, puisqu'on était là pour ça. Mais c'est la première qui m'avait vraiment marqué, parce qu'elle était totalement impromptue. En fait,
vous avez eu de la chance, juge certains élèves, de vous retrouver aux côtés de ces magnifiques lions de mer. Est-ce que tu aimerais à l'avenir revivre une telle expérience ou est-ce que tu te dis non, c'est intouchable, je le referai plus Ah si, ouais, je veux bien refaire, pas de problème. Tout ce qui est avec des animaux, je refais. Je re-signe. Sauf peut-être Mais- les autruches Ouais. en liberté. Mais c'est des choses qui ont jamais été prévues. En même temps, ça arrive toujours spontanément. On peut voir des dauphins dans des parcs d'attractions. Ça peut se faire. Non, n'allez Mais pas c'est- voir les dauphins dans les parcs d'attractions. Mais ce qui se passe dans ce livre, ces rencontres-là, ce qui fait que je m'en souviens bien, c'est qu'elles ont toujours été inattendues. Et donc, je peux avoir envie de le refaire, mais je ne peux pas le prévoir. Ça doit se passer par hasard. Après, je peux tout mettre en place. Je peux mettre en place les conditions propices à faire ce type de rencontre. Voilà, si j'ai nagé tout seul au large des Galapagos, ça peut arriver. Mais ça n'arrivera pas toujours. Je peux nager 50 fois dans la mer et ne rien voir, Ouais. en fait. Et justement, les élèves soulignent, et ça fait partie de cette spontanéité-là et de cet imprévu-là, le côté presque contradictoire des sentiments que tu éprouves en rencontrant cette bête, à la fois être tétanisé parce que c'est un lion de mer et c'est impressionnant, et en même temps cette espèce de connexion que tu ressens avec l'animal. Est-ce que c'était étrange d'éprouver ce mélange d'émotions Oui, en fait, ça s'est succédé. Au début, c'est vraiment de la peur, parce qu'en plus, c'était des conditions très particulières. J'avais une très mauvaise visibilité. Je voyais rien. Et ce lion de mer est vraiment apparu En face. de quelque chose, voilà, en une seconde, vraiment. Et donc, forcément, quand tu vois quelque chose qui fonce sur toi et qui est costaud et qui a des dents, et qui nage beaucoup tu plus commences vite par que toi. ressentir un petit peu de la peur. Et puis, c'est son attitude qui m'a rendu plus confiant après, puisque je voyais qu'il était surpris, qu'il jouait, qu'il était autour. S'il avait été hostile, je pense que j'aurais senti que de la peur. Mais voilà, du coup, j'étais dans cette sorte de curiosité. Je me dis, bon, je veux bien faire durer ce moment, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça reste un animal sauvage. Donc, on va quand même rentrer tranquillement. Et donc, je le vois qui te suit, qui a l'air plutôt sympa. Donc, forcément, tu es de la connivence, tu es curieux. Et en même temps, tu dis, bon, on va pas pousser le bouchon trop loin, il faut faire attention quand même. Ça reste un petit peu imprévisible. Et puis, il peut avoir envie de jouer, il peut avoir envie de mordre. Voilà. Donc, ça se passe bien pour le moment. Profite de ce moment-là, mais n'exagère pas. Voilà, mais ça, c'est quelque chose de général, je pense. Quand quelque chose de ce type-là se passe, il faut savoir l'apprécier, mais ne pas aller trop loin et rester quand même prudent. Très bien. Tectonique des plaques maintenant. Après la tentative d'adoption de Taputepa, dont tu as expliqué que c'était la fiction, évidemment. La fiction. Évidemment, peut-être. Donc voilà, bon. Disons que si cette tentative d'adoption s'était vraiment passée dans ta tête, est-ce que tu n'aurais pas envie aujourd'hui d'adopter un enfant Aujourd'hui, pas trop. Pas trop. Quand je suis parti à cette époque-là et quand j'ai écrit ce livre-là, c'est un questionnement que j'avais. Et puis, aujourd'hui, l'idée m'est un peu passée, ou je l'ai un peu mise de côté, ça reviendra peut-être. Mais c'est une responsabilité gigantesque quand même. Oui, enfin, il y a beaucoup de raisons, mais je pense que ce qui doit guider ça avant tout, c'est l'envie. Et là, mon envie est plutôt portée sur d'autres domaines. Très bien. Ce personnage, tel que tu l'as créé, tu l'as imaginé comme gentil ? Je sais pas si on peut dire qu'il est gentil. Il n'est pas forcément si gentil. Certains élèves l'ont trouvé gentil. Il peut être attachant, naïf, gentil, je ne sais pas. En poursuivant et en partant du principe qu'il est fictif, bien sûr, on ne va pas parler du fait que tu aies des nouvelles de lui dans ta tête de temps en temps. J'espère qu'il a bien profité de ma tante, ceci dit sincèrement. C'est ce que je me suis dit après. Je me dis finalement, il n'a plus besoin de toi. Donc, c'est quand même un vol particulier, voler une tente, c'est pas voler une montre. Donc voilà, je me dis finalement, en fait, tout est dans l'ordre. Voilà. Garde ma tente, pas de problème. La maison dans la forêt. Comment votre rencontre avec la tribu s'est-elle passée ? Comme je l'ai décrit, exactement. C'est le moment où j'ai beaucoup pris de notes, c'est un moment qui a été très documenté et renseigné. Et le déroulé du séjour est vraiment quasiment similaire à ce que j'ai décrit. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de fiction là-dessus. La seule chose fictionnelle, c'est le personnage qui est un avatar. Ce personnage de nationalité allemande, Hermann. Oui. Alors pourquoi un allemand ? Je voulais un stéréotype de backpacker, voilà, avec les grosses sandales et le sac à dos qui arrive et qui a aussi cette idée en tête qu'il vient d'un pays plus riche et que donc il a quelque chose à apporter à
à ces pays sous-développés. C'est un peu le postulat qu'on a beaucoup en Occident, sauf que en fait, les gens n'ont pas forcément besoin de lui, c'est ce qu'ils réalisent au fur et à mesure, et ils se réalisent aussi extrêmement maladroits. Donc j'aimais bien cette idée de renversement, qui est un petit peu ce que j'ai pu ressentir, mais le personnage est très différent de moi dans le sens où il réagit très brusquement et très... de manière un peu manichéenne. Et violemment, avec des émotions très fortes, que ce soit la tristesse ou la colère. Tandis que, évidemment, dans la réalité et sur une personnalité, il y a beaucoup moins d'étincelles. Si les gens sont pas sympas avec toi, voilà, t'attends que ça passe, et puis il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de pleurs ou quoi que ce soit. Mais je trouvais plus intéressant dans l'écriture de ce récit de voyage d'avoir un personnage plus réactif et plus indigné, en fait. Et donc plus ridicule aussi, peut-être. C'est pour ça, ça interroge un élève, que tu es passé par une narration à la troisième personne plutôt que par le jeu. Ouais. Tu avais besoin d'une alternative. D'un avatar, comme dans l'histoire de Tapu Tepa. Ce sont des personnages qui vivent ce que j'ai vécu, mais qui réagissent différemment pour rendre l'histoire plus intéressante pour le lecteur. Et puis, oui, pour mettre un petit peu de relief, en fait, aussi dans cette narration. Un élève se lance de nouveau dans une courte enquête en s'interrogeant sur le fait que peut-être ce personnage, c'est une de tes facettes cachées que tu n'arriverais pas à montrer et que tu n'as pas montré pendant ton voyage, mais qui te permettrait d'exprimer des pulsions cachées. Alors, c'est un avatar. C'est un avatar, donc c'est un autre personnage. Peut-être que j'ai choisi d'utiliser un avatar par pudeur, aussi parce que c'est des situations qui sont peut-être moins glorieuses ou un petit peu humiliantes même. Même si j'accepte volontiers toutes les casquettes, qui sont toutes les casquettes qu'on rencontre quand on voyage. On n'est pas glorifié quand on voyage. On est un touriste, on est quelqu'un avec un sac à dos, on n'est pas très bien habillé, on n'est pas forcément très bien vu non plus. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de pudeur là-dedans. Alors après, est-ce que ce sont des pulsions que j'aurais aimé exprimer? Non, pas forcément, je pense. Très bien. Pourquoi ce prénom en particulier Alors il a un prénom très long. Oui, Voilà, qui doivent raccourcir pour le prononcer. Ça fait partie du ridicule des personnages un petit peu, du côté comique. Très bien. Alors, on va balayer une dernière idée, peut-être que se faisaient les élèves sur la nationalité allemande. Tu as bien expliqué pourquoi. Il se demande si le choix d'un Allemand aurait été inspiré par ton intérêt pour l'art de ce pays. Non, pas du tout. Juste backpacker. Voilà, c'est un backpacker. Il y a des backpackers de plein de pays, mais il y a beaucoup d'Allemands backpackers. Donc, ces gens qui portent des sacs à dos et qui voyagent. Donc, je voulais juste un personnage qui corresponde à cet archétype. Très bien. Nous passons à la dernière question sur le chapitre. Alors, je vais peut-être mal le prononcer, Heimat? Oui, c'est un mot allemand. C'est-à-dire le foyer, la maison. Okay, l'endroit où on se sent chez nous. Ok. Eh bien, dans cette maison où tu te sens chez toi, pourquoi à la fin ça se termine dans une salle avec les personnages rencontrés? Pourquoi avoir choisi une fin pareille? Ça commence dans une maison d'écriture à Oyal, et ça se termine dans une autre maison, la maison de la fiction, où j'invite tous mes amis et tous les gens que j'ai rencontrés dans ce livre et au-delà à se réunir dans la maison d'un personnage qui a vraiment existé, qui est un foyer en fait. Donc c'était un moyen aussi de rendre hommage. On parle dans ce livre beaucoup de ceux qui partent et qui vivent l'aventure, mais il y a aussi ceux qui accueillent. Et donc ça se termine dans un foyer. Et c'est le fait de boucler aussi la boucle. La terre est ronde, on revient, on a besoin d'une maison. À un moment, on quitte sa maison pour vivre ses aventures, mais il y a toujours un moment où on a envie d'y retourner et de revivre un petit peu de façon plus douce et plus agréable. Et on peut aussi voyager aussi en restant chez soi et en accueillant tous ces gens-là, ce qui est ce que je fais un petit peu à Istanbul maintenant, ce que je faisais en tout cas avant le confinement. Voilà. Merci beaucoup.